rappelle par ailleurs que nous sommes accompagnés par des sponsors de qualité, comme chaque année. Il s'agit de l'ANRMP, Bloomprint, la CIE, la SODECI, Côte d'Ivoire Énergie, Reflet Consulting, le Port autonome d'Abidjan, MTN, Weblogy, Financial Afrique, auxquels nous réitérons nos remerciements. La pandémie, qui a fortement prévalu au cours de l'année 2020, a mis en exergue les insuffisances du système de santé de la Côte d'Ivoire, autant en termes d'infrastructures que de ressources humaines et matérielles. Dans ces conditions, la question qui se pose est quelle est la réflexion à mener pour avoir un système de santé autosuffisant. Ce troisième panel sera modéré par une experte du domaine, pharmacienne de profession, présidente de Africa Santé Expo, qui est une plateforme de découverte, d'information, de formation, d'opportunités d'affaires et d'échanges sur le cadre réglementaire dans le domaine de la santé pour le bien-être des populations. Elle est également membre du comité de riposte de la lutte contre la Covid-19. Elle a par ailleurs développé un volet humanitaire à travers son appartenance au Lion Club. Présidente du club Abidjan Océan, l'un des plus anciens en Côte d'Ivoire, Dr Linda Kaboré-Bouboutou a mis un terme à son rôle de conseiller Léo à la demande du gouverneur du district pour intégrer son cabinet. Elle est désormais à part entière du cabinet du gouverneur du district où elle est chargée de la lutte contre le cancer infantile pour plusieurs pays. Dernièrement, elle s'est donnée pour mission de lutter contre le diabète infantile à travers la Marche bleue. Notre troisième panéliste est donc le docteur Linda Kaboré-Bouboutou, pharmacienne, que je vais vous demander d'ovationner très fort. Sur ce panel, le ministère du Plan et du Développement de la République de Côte d'Ivoire sera représenté par le docteur Nawa Yeo, directeur de cabinet de son Excellence Madame Niali Kaba. Monsieur Yeo, si vous voulez bien nous rejoindre sur ce podium. Au titre des panélistes, puisque, comme vous le savez, nous n'avons que des experts dans leur domaine et que des spécialistes, nous accueillons le représentant de l'OMS en Côte d'Ivoire, Dr Jean-Marie Yamego, médecin, épidémiologiste et de santé publique. Il a plus de 16 années d'expérience dans les Nations Unies et dans plusieurs pays d'Afrique. Avant la Côte d'Ivoire, le Dr Jean-Marie Vianney Yamego a été successivement représentant par intérim de l'OMS en Angola et représentant de l'OMS au Tchad. Précédemment coordinateur du programme polio au Tchad, puis chargé de la surveillance épidémiologique en RDC, il fut également conseiller régional pour la surveillance épidémiologique au bureau régional de l'OMS pour l'Afrique. Titulaire d'un doctorat en médecine et spécialiste de santé publique, il a successivement occupé dans son pays, le Burkina Faso, les fonctions de médecin-chef de district, directeur régional de la santé, ainsi que directeur national de la planification et des études. Docteur Yameogo, si vous voulez bien nous rejoindre et vous installer sur ce panel.
Notre troisième panéliste est administrateur, actionnaire et président-directeur général du groupe Psychomed-Sogemed, PISAM. Diplômé de l'École supérieure de commerce d'Abidjan et de l'Institut polytechnique Félix Houphouët-Boigny, il a passé plus de 15 ans au sein du groupe Coca-Cola, exerçant des responsabilités en Sierra Leone, au Ghana, au Maroc. Il a été, entre autres, directeur du budget, directeur du contrôle de ECC-BC Maghreb, DGA de Freetown Gold Storage Company, DG de Sierra Bottling Company. Il a été également directeur général de Premier Commodities Trading et chargé d'investissement Manocap. Par la suite, il a été directeur général de plusieurs entreprises en Sierra Leone. Monsieur Éric Djibo a décidé tout de même, après toutes ses missions à l'étranger, de rentrer en Côte d'Ivoire et a repris la direction de la Polyclinique internationale Sainte-Anne-Marie, la PISAM, qui a été fondée par son père depuis 1985. Monsieur Éric Djibo, si vous voulez bien vous installer sur ce panel. Alors, notre quatrième panéliste, non des moindres, je ne vous ai pas mis en quatrième parce que vous êtes le moins important, bien au contraire. Monsieur Jean-Marc Bouchez, président de l'Association des industriels pharmaceutiques en Afrique subsaharienne, est titulaire d'un doctorat en médecine, puis d'un master marketing pharmaceutique. Il a exercé comme médecin au service des maladies infectieuses du CHU de Treichville, avant de se retrouver dans l'univers pharmaceutique. Il a travaillé chez Sanofi comme chef des gammes antipaludiques, antibiotiques et antiparasitaires pour l'Afrique subsaharienne. Puis comme directeur médical, accès aux médicaments et comme médecin régional oncologie pour le sud-ouest de la France. Il est par ailleurs passé chez Cephalon en tant que directeur médical des opérations internationales couvrant l'Afrique et le Moyen-Orient. Aujourd'hui, M. Jean-Marc Bouchez est à la tête d'un groupe pharmaceutique en Afrique francophone, le groupe Fosun Pharma. Ce laboratoire est leader mondial de la production d'antipaludiques. Il fait partie du groupe Fosun, qui est la première entreprise chinoise privée cotée à la bourse de Shanghai. Le docteur Bouchez est enfin membre fondateur et actuel président de l'Association des industriels pharmaceutiques en Afrique francophone, une association qui se bat pour l'amélioration de la santé, des pratiques éthiques et de la législation en Afrique. Je pense vous avoir bien présenté, docteur Bouchez, si vous voulez bien nous rejoindre. Bonjour à tous. Bonjour chers amis panélistes. Il me revient la lourde tâche de vous poser quelques questions sur l'état de santé de notre situation sanitaire en Côte d'Ivoire. Lourd sujet, très lourd sujet. Déjà, je vais demander à la salle s'ils pensent que nous pouvons améliorer l'état de santé en Côte d'Ivoire et si on est en chemin pour le faire, parce que il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, mais il en reste encore. Vous ne me contredirez pas, monsieur le représentant de l'OMS. Il en reste encore quelques-uns parce qu'il y a des domaines comme la mortalité infantile
très important. Donc si vous pensez qu'à nous, ce que nous représentons chacun, la pharmacie, la médecine, le gouvernement et les organismes internationaux, nous pouvons faire quelque chose afin d'améliorer la santé de nos concitoyens, je vous prie d'applaudir tous les panélistes présents. Docteur Yeo Nawa, directeur de cabinet du ministère du Plan et du Développement. Beaucoup d'efforts ont été faits par le gouvernement, comme je le disais. Les objectifs du gouvernement de Côte d'Ivoire sont très ambitieux. Oups. Avec le PS-Gouv, beaucoup d'efforts ont été faits. Les populations entendent parler de chiffres, de pourcentages. Mais quand pensez-vous que la Côte d'Ivoire pourra atteindre le niveau des pays comme le Ghana, le Kenya? Car on sait que pour qu'un système de santé soit efficace, il faut que le budget santé soit un minimum de 15%. Je sais qu'il y a des efforts qui ont été faits et que de 4%, nous sommes à plus de 8%. Et d'ici un an ou deux, nous espérons atteindre les 12%. Donc la population, on en attend beaucoup. Donc quand pensez-vous que nous aurons atteint le niveau des pays voisins et même du Rwanda, qui, je pense, est passé à 21%? Merci, Madame la modératrice du panel. Je voudrais, avant tout propos, saluer l'initiative de ces débats, de cette conférence débat, tout comme les autres qui se sont tenus précédemment. Et surtout remercier le président directeur général de Bloomfield Investment au nom de Madame le ministre du Plan et du Développement qui nous fait l'amitié de nous associer à ces différents échanges. Pour revenir à la préoccupation qui m'est posée, Madame la modératrice, vous l'avez dit, la Côte d'Ivoire a fait des progrès notables en la matière. Et il faut le dire, il n'y a pas que les aspects budget, la santé est une priorité. Et en tant que priorité, effectivement, la première des choses, c'est de voir quelles sont les ressources financières qui sont consacrées à la santé. De nos jours, les chiffres témoignent autant le gouvernement que les Ivoiriens eux-mêmes. Les familles accordent beaucoup d'importance à la santé et cela se voit en termes de dépenses dans leur budget. Alors, et dans la perspective d'atteindre les 15%, évidemment, il faut non seulement pouvoir mobiliser les ressources qu'il faut, et d'importants efforts sont faits sur le plan fiscal et également aussi sur les questions de dépenses fiscales, de sorte à optimiser non seulement l'espace budgétaire, mais également aussi à optimiser les dépenses même de santé, qui, elles, permettent évidemment, si elles sont plus efficaces, de pouvoir déjà améliorer la performance du système de santé. Et la question qui préoccupe n'est pas seulement tant le pourcentage du budget qui est accordé, mais également la question de l'efficacité non seulement de ces dépenses, mais la performance aussi du système. Et un élément important dans ce volet, il y a certes dans les dépenses l'acquisition de matériel, de médicaments, etc., mais il y a également la gouvernance du secteur. Et des efforts aussi sont faits à ce niveau, et c'est ce qui explique aussi en termes de qualité des ressources humaines, les dépenses qui sont effectuées à ce niveau. En termes de gouvernance, c'est-à-dire le fonctionnement même du système et sa coordination, ça nécessite d'importantes ressources et tout le monde le sait. Et sur ce plan, le gouvernement y met beaucoup d'efforts. Donc je voudrais dire que
il y a des efforts pour atteindre certes les 15%, mais au-delà des 15%, il faut pouvoir rendre le système performant en ayant des dépenses de santé beaucoup plus efficaces. Et c'est ce à quoi le gouvernement s'attelle. Et cette préoccupation était bien sûr prise en compte dans le PND 2016-2020 et qui avait déjà consolidé les acquis du PND 2012-2015. Et aujourd'hui, je pense que nous sommes en cours de finalisation du prochain PND et c'est un élément, l'efficacité de la dépense publique qui est pris en compte et donc l'efficacité surtout de la dépense de santé. Donc voilà ce que je pourrais dire dans un premier temps sur cette question et vous remercie. Je vous remercie. Nous rebondirons sur vos réponses tout à l'heure parce que il y a 4 panélistes, donc on va d'abord passer la parole à monsieur le représentant de l'OMS qui va nous expliquer quel est le rôle de l'OMS en Afrique et en Côte d'Ivoire en particulier. Merci Madame la modératrice. Bonjour ou bonsoir chers panélistes. Le rôle de l'OMS est un rôle normatif, en ce sens que les États membres, tous les pays, ont voulu avoir une organisation internationale qui puisse les conseiller dans ce qui concerne les actions de santé dans leur pays. Vous savez, les pays ont des missions dans le domaine de la santé. Il faut d'abord avoir une vision, il faut une politique nationale de santé, il faut après des plans et de développement de la santé, il faut après des programmes pour mettre en œuvre ces plans et pouvoir exécuter ces programmes avec des outils. Tout cela, il faut des normes et des standards. Et l'OMS s'attelle justement à mettre à disposition de ces pays ces différentes normes et standards pour les permettre d'harmoniser leurs interventions. Si vous prenez un domaine, par exemple, celui de la vaccination, l'OMS édite les normes pour tous les pays en termes de type de vaccin selon les âges, en termes de stratégie, comment il faut vacciner, le nombre de doses, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça permet au niveau mondial d'harmoniser toutes les procédures. Nous avons aussi un rôle qui est celui du plaidoyer. Vous savez, il faut amener les différents gouvernants à adopter des actions qui vont permettre d'améliorer la santé des populations. Et pour cela, cela nous amène souvent à faire des plaidoyers. Il faut aller échanger, il faut toucher tous les acteurs et à terme pouvoir conduire des politiques de développement sanitaire qui soient conséquentes et qui soient harmonieuses vers la santé de la population. Et pour terminer, l'OMS veut amener tous les pays à ce que les populations aient un meilleur état de santé possible, en évitant d'abord les maladies, c'est-à-dire il y a un volet promotion de la santé. Quand on n'est pas malade, il faut faire en sorte qu'on ne tombe pas malade. Ensuite, il y a un volet prévention de la santé. Il faut prévenir. Il faut se faire vacciner pour ne pas tomber malade, par exemple. Et il y a un volet justement curatif. Quand on est malade, il faut aller se soigner. Il y a un volet réhabilitatif. Donc, on veut amener toutes les populations du monde à un meilleur état de santé possible. Et voilà le rôle que joue l'OMS au niveau de l'ensemble des pays. Je vous remercie. Pour ce qui concerne M. Djibo de la PISAM, nous sommes toujours en pleine crise sanitaire. Avez-vous été partenaire à part entière, c'est-à-dire soutenu par l'État pour y faire face? Merci, Dr Kaboré. Merci aux autres panélistes de nous accompagner sur ce panel. Merci à ceux qui sont restés après le déjeuner. Nous avons été accompagnés par l'État de Côte d'Ivoire. Nous avons travaillé en collaboration sur cette crise-là, sur la crise Covid. Nous avons travaillé avec l'État de Côte d'Ivoire sur ça, avec des accompagnements divers et variés, en passant par quelques consommables, par quelques médicaments, mais surtout une vraie coopération entre structures. Et je pense que cette crise-là a montré à tous que le secteur privé était important.
pour faire un petit résumé, quand la crise a commencé, il était prévu que les patients soient pris en charge uniquement dans le public. Ça avait été annoncé à tous et le public avait commencé à investir en achetant des lits, des respirateurs un peu en urgence. Et puis, petit à petit, nous nous sommes rendus compte que certains patients ne voulaient pas aller dans le public. Parce que le public a cette image qui lui colle à la peau, qui fait que ceux qui pouvaient se permettre ne voulaient pas aller dans le public, ceux qui avaient les moyens ne voulaient pas aller dans le public. Donc, on a été rapidement obligés d'appeler les cliniques privées que nous sommes à contribution. Donc, on a été aussi obligés de faire des investissements assez rapidement pour pouvoir prendre en charge les patients de la Covid-19. Et je pense qu'on l'a fait, on a bien fait. Ça a montré vraiment que cette coopération secteur privé, secteur public est très importante. Je vous remercie. Docteur Jean-Marc Bouchez, président de l'Association des industriels pharmaceutiques en Afrique subsaharienne. Quel est le rôle de la LIPA? Parce que peut-être que certains d'entre nous ne connaissent pas la LIPA, qui a un rôle important en Côte d'Ivoire et en Afrique, puisque vous êtes président pour l'Afrique. Francophone. Francophone. Merci. Merci Madame la modératrice. Bonjour à tous. La LIPA, en fait, donc, c'est une association qui regroupe tous les industriels pharmaceutiques. En fait, on s'est dit depuis quelques années qu'il y avait un vrai vide dans notre environnement francophone parce que en Afrique anglophone et lusophone, le milieu associatif pharmaceutique et même quel que soit le domaine d'activité est très 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 fort. C'était on avait une association qui s'occupait plutôt, qui est très, très orientée sur les affaires réglementaires, donc tout ce qui est régulation du médicament, mais dont le siège était basé à Paris. On a trouvé ça un peu dommage de laisser gérer nos problématiques du médicament à partir de Paris. Donc on a décidé il y a quelques années, il y a 5-6 ans, de commencer à discuter, à mettre en place cette association. Et donc les directeurs généraux se sont réunis. Et en 2018, on a créé cette association. L'industrie pharmaceutique a souvent mauvaise presse. Elle se fait de l'argent sur le dos des patients, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On oublie un très très grand panel de ces activités parce que si un grand nombre de maladies ont été vaincues au cours de ces dernières années grâce à l'apparition des médicaments, à leur diffusion, bon, bien sûr, c'est un secteur commercial comme un autre, mais on est aussi confronté à beaucoup de choses actuellement sur le terrain, avec beaucoup de contrefaçons, de marchés parallèles, beaucoup de choses, de problèmes éthiques, parce qu'on ne va pas se dire, il y a aussi entre nous des brebis galeuses, hein, il y a des gens qui ont des pratiques non éthiques et plus que douteuses, donc l'idée pour nous, c'était de nous associer, de voir comment on pouvait travailler main dans la main avec les États, les agences de régulation du médicament, et de voir comment on pouvait travailler sur ces fléaux, les problématiques d'éthique, les problématiques de contrefaçon, de marché parallèle. Donc on essaye, on est une jeune association, mais on a déjà maintenant des représentants dans quasiment tous les pays d'Afrique francophone, et l'idée pour nous est de travailler de manière très rapprochée avec les ministères de la Santé et les agences de régulation pour les accompagner dans la mise en place de textes, et même les ordres parce que l'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens, et voir un peu comment on peut les accompagner dans la mise en place de textes pour réguler un peu la pratique de visite médicale et ainsi de suite. Voilà. Je vous remercie, Président. Alors, Monsieur Yeo, Docteur Yeo, tout à l'heure, vous nous avez expliqué quels sont les objectifs du gouvernement et les efforts faits par le gouvernement. Vous nous avez parlé de performance de système, les mesures fiscales d'accompagnement. Bon, les mesures fiscales en off, vous allez bien m'expliquer quelles sont les réelles mesures fiscales que vous avez prises, parce que actuellement, nous, on ressent dans le privé une forte pression fiscale. Bon, là, on parle santé. Justement, une très forte, très forte. Bon, aujourd'hui, on est au niveau de la santé, donc ça fera partie d'un prochain panel et débat. Mais
le gouvernement est en train de réhabiliter une dizaine de CHU, CHR, 800 et quelques centres de santé à travers le pays. Ça construit énormément. On ne peut pas aller dans une ville sans voir un bâtiment blanc et bleu. Mais quel est votre plan d'action? Parce que avez-vous les ressources humaines? Avez-vous les hommes pour y travailler? Avez-vous les plateaux techniques suffisants? Parce qu'on a certains hôpitaux flambant neufs, mais les plaintes continuent. Est-ce qu'on a pensé à ça? Parce qu'on construit, certes, mais qui rentre dedans? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu? La formation, l'éducation. Est-ce que les gens ont été formés? Parce que vous allez faire venir des nouvelles machines, mais je sais qu'il y a le laboratoire Biomérieux, par exemple, qui a installé une école de formation des laborantins. Ici, en Côte d'Ivoire, c'est vraiment une grande innovation, mais il n'y a pas que ça. Il y a les scanners, il y a les radios, il y a... Donc, qu'est-il prévu pour cela? Merci, Madame la modératrice. Je pense qu'en une question, vous avez touché toutes les problématiques vraiment du système de santé. Je ne suis pas sûr de pouvoir vraiment répondre, mais je vais apporter quelques éléments. Et peut-être juste avant de commencer, faire un clin d'œil à mon voisin de gauche en disant qu'on n'avait pas vraiment exclu le secteur privé. En fait, c'était une stratégie. Oui, c'était une stratégie. Déjà, on a touché la question même de la gouvernance. Donc, vous voyez un peu comment est-ce que même les établissements publics sanitaires, comment est-ce qu'on les encadre et comment est-ce qu'on coordonne avant même de passer au secteur privé, là où on a un secteur privé formel, un secteur privé informel et tout ce qu'il y a dedans. Et vous parlez de stratégie, effectivement la stratégie est claire, c'est-à-dire que le représentant de l'OMS l'a dit, c'est-à-dire que quand vous passez d'un système de santé curatif à un système de santé préventif, évidemment il y a d'autres variables qui entrent en jeu, qui font que vous ne pouvez plus opérer comme avant. C'est-à-dire que la santé aujourd'hui, le système de santé, un élément important, c'est la prévention. Et ça demande non seulement de changer les habitudes, de changer les mécanismes d'intervention, et donc cela aussi demande une certaine qualité de ressources humaines qui vont avec. Et pour le faire, non seulement ça demande des investissements massifs en matériel et autres, tout ça, et pour prendre en compte bien sûr aussi les technologies de l'information qui permettent d'améliorer la productivité de la main-d'œuvre, mais aussi ça nécessite des formations. Mais si vous n'aviez pas le cadre institutionnel pour le faire, mais vous allez engager énormément de dépenses et à la fin, en bout de compte, vous n'avez pas les résultats. Alors quand on regarde l'expérience de la gestion de la crise, je pense que ça nous donne déjà une idée. Alors, on n'a pas de visibilité, on met en place le cadre et on essaie de mettre aux normes tout ce qu'il y a comme établissement public et comment est-ce qu'il collabore avec le centre de gestion. Et par la suite, quand on a une idée exacte, alors on sait comment associer le secteur privé et quelles sont vraiment ces instances du secteur privé qui peuvent vraiment collaborer et permettre de faire le relais entre le public et le privé. Et quand vous réussissez ça, évidemment, c'est beaucoup plus simple après de traiter d'autres questions où on se plaint et autres, tout ça, mais on ne peut pas tout résoudre à la fois. Et on sait bien que pour arriver à ce système préventif qui prend en compte le curatif, mais au-delà du curatif, le préventif, et il faut vraiment pouvoir avoir un système où on a les plateaux techniques qui sont rénovés, on a des ressources humaines sur lesquelles on peut vraiment se bâtir le socle même de la dynamique du système financier. Et puis, bien sûr, il faut rester ouvert, de sorte aussi pour un État à pouvoir avoir d'autres techniques qui permettent de prendre les inégalités en compte. Ça, ce n'est pas le rôle du secteur privé de tenir compte de toutes les inégalités, mais c'est ce que doit faire un État. Et c'est ce qui fait qu'on a aussi le système de maladie, de la CMU, la couverture maladie universelle, qui est un projet
qui devrait bénéficier de tous ces acquis et nous permettre d'atteindre vraiment un niveau où le système de santé permet, ne serait-ce qu'avec certains moyens, de pouvoir se soigner avec un minimum de plateaux techniques en place et des ressources humaines de qualité. Donc, pour ne pas aller loin, voilà ce que je pourrais apporter comme des éléments. Mais vous avez touché beaucoup de choses. Peut-être que les autres pourront y revenir. Merci. Déjà, je tiens à féliciter le gouvernement parce que pour parler de formation, il y a déjà un grand pas qui a été fait en 2020, je crois. Il y a eu l'instauration des cours d'un master en télémédecine à l'INFAS. L'INFAS, c'est l'école des infirmiers. Déjà, c'est un grand pas, mais ce n'est pas suffisant. En fait, c'est ce que je voulais dire. Je connais très bien les innovations et les initiatives, mais il faut déployer aux sages-femmes, à tout le monde, aux laborantins, enfin à tout le monde. Vous voyez ce que je veux, là on sera heureux. Monsieur le représentant de l'OMS, je pense que vous êtes d'accord avec moi que de grands efforts sont faits. De grands efforts sont faits. Vous étiez aussi pour la première instauration de l'école de télémédecine, du master en télémédecine aussi au CHU. Mais vous, je voulais vous poser une question par rapport à l'OMS. Vous dites que vous faites le plaidoyer dans vos rôles, vous vous rapprochez des politiques pour un meilleur développement sanitaire. On a vu une mobilisation hors pair, innommable pour la crise de Covid-19. Le monde entier s'est mobilisé, main dans la main, pour combattre un ennemi invisible. On n'a toujours pas fini d'ailleurs. Mais nous avons notre maladie, le paludisme. Je sais que de grands efforts ont été faits parce que de 1 million de morts, on est passé à 400 000 morts, c'est déjà bien. Mais 65%, ce sont des enfants de moins de 5 ans. Donc, est-ce que cette mobilisation, je sais aussi que, comme la population et ceux qui sont dans la salle, que cette maladie concerne le Sud, la ceinture Sud et un petit peu l'Asie, contrairement à le coronavirus qui concerne plus la ceinture Nord. Donc chacun a son véritable combat. Donc si au niveau mondial, on ne se mobilise pas pour combattre le paludisme, pensez-vous pouvoir faire le plaidoyer pour que l'Afrique se mette ensemble pour combattre cette maladie? Merci beaucoup. Une question extrêmement importante et d'actualité, mais qui va demander une réponse beaucoup plus vaste. Mais sachez, vous l'avez dit, le paludisme, 400 000 morts chaque année, 230 millions de cas, dont 94% des décès et des cas se trouvent en Afrique. 94%. Alors, et c'est ça le défi. Et quand on regarde les stratégies qui ont été mises à la disposition des pays, il y a, entre autres, la prévention. Il faut éviter de tomber malade avec les moustiquaires imprégnés, avec les répulsifs et tout ce qu'on peut faire, des vêtements adéquats. Il faut aussi avoir un environnement sain. Et je vais insister là-dessus et souligner le caractère multisectoriel de la lutte contre le paludisme. Et voilà une pathologie qui ne peut pas être réglée seulement à l'intérieur du secteur de la santé. Ce n'est pas le ministère de la Santé seul qui pourra venir à bout du paludisme. C'est multisectoriel. Les différentes parties du monde, dont le sud de l'Europe, une partie de l'Asie, à la fin du 19e siècle, avaient le même niveau d'endémicité du palu que l'Afrique. Qu'est-ce qui a été fait? C'est l'assainissement du milieu.
Tout a été couvert de par l'histoire dans ces parties du monde de la peste et de ce qui pouvait survenir. Ils ont assaini le milieu et les moustiques ont disparu de l'écosystème. Nous en sommes loin en Afrique. Au-delà de ces mesures préventives, il y a l'éducation pour la santé. Pour en venir après au curatif, quand vous prenez ce que nous préconisons comme deuxième mesure, la prévention chez les femmes en grossesse, on constate malheureusement que 2 femmes sur 3 prennent au moins les 3 doses pendant la grossesse. Non, seulement 2 femmes sur 3 n'ont pas accès aux 3 doses. N'ont pas accès aux 3 doses d'antipaludéens préconisés par l'OMS pendant leur grossesse. Donc il n'y a qu'un tiers des femmes qui ont accès à ces traitements préventifs. Il faut éduquer, il faut parler, il faut sensibiliser. Et enfin, vous avez cité une cible qui est la plus vulnérable, qui est les enfants de moins de 5 ans. Il faut soigner. Et je veux aussi rappeler ce que l'OMS préconise au pays, c'est de travailler avec le secteur privé. En Côte d'Ivoire, 50% de l'offre des services de santé est fait par le privé. Le privé contribue à 50% de l'offre des services de santé. Donc, un secteur incontournable, au moins 50%, parce que les études évoluent. C'était 50% en fin 2018. Est-ce qu'on peut se passer de l'autre partie, de cette bonne partie du secteur qui soigne la population? Non, le public ne peut pas, à lui seul, subvenir aux besoins de santé des populations. Et quand on ajoute effectivement les laboratoires et ce qui concerne les pharmacies, etc., ça dépasse les 50%. Donc, dans le curatif, il faut des efforts. Encore pour le paludisme uniquement et aussi pour les autres maladies. Et ce que nous avons comme espoir, et je vais terminer par là, c'est les développements qui sont en cours en ce qui concerne le vaccin contre le paludisme. Oui, j'allais en parler justement. OK. Nous sommes aujourd'hui à près de 1 700 000 personnes dans 3 pays qui ont déjà été vaccinés contre le paludisme et les résultats sont satisfaisants. Ces 3 pays sont le Ghana, le Malawi et le Kenya. 1 700 000 personnes ont été vaccinées et sont protégées contre le palu. C'est une des étapes de la lutte du développement du vaccin, à savoir l'étape de masse. À l'issue de cette étape, l'OMS va homologuer ce vaccin qui est le RTTS et pouvoir le vulgariser comme ce que nous sommes en train de faire pour la Covid-19. Ça, c'est un espoir, mais ça ne suffira pas. Ça ne va pas nous empêcher de nous protéger, ça ne va pas nous empêcher d'avoir un environnement sain pour éviter les eaux stagnantes, etc. Également de prévenir et de prévenir les femmes. Donc, c'est pour dire que l'OMS a donné tous ses outils au pays, mais ce n'est pas l'OMS seul, ni au ministère de la Santé, de venir à bout du paludisme. C'est une lutte multisectorielle qui doit inclure les autres ministères, qui doit inclure le secteur privé, qui doit inclure la communauté, un volet que j'allais oublier. Ils ont un rôle important à jouer pour adresser cette pathologie-là. Je m'arrête là pour le moment. Je vous remercie. D'ailleurs, il y a un vaccin qui est en cours de validation au Burkina Faso aussi. Évidemment, c'est un peu plus difficile parce que la recherche en Afrique ne bénéficie pas aussi. Comme vous avez dit, ce n'est pas que l'OMS, il faut que tout le monde soutienne la recherche en Afrique parce qu'on a des talents formidables ici, mais en Afrique, mais manque de moyens, ça coûte extrêmement cher. Vous avez vu, par exemple, que pour l'Artémisia, il y a eu les essais cliniques ont été faits au niveau curatif, mais pour la prévention, on ne peut toujours pas faire les essais parce que ça coûte trop cher. Voilà, et ça pose encore d'autres problèmes. Alors, monsieur, on va changer de sujet. Alors, vous avez bénéficié, donc il y a eu la coopération, je voudrais en savoir un peu plus, la coopération publique-privée pendant cette crise qui nous concerne encore. Quelles solutions avez-vous pu mettre en place pour la survie de nos populations et de vos patients, de votre patientèle, vos clients?
Comment, c'est-à-dire Je veux dire, quelles sont les mesures autres que ce que le gouvernement a pu autoriser, c'est-à-dire pouvoir accueillir, parce qu'au début, vous n'aviez pas le droit d'accueillir des patients du Covid, mais quand ils ont été submergés, vous avez pu les accueillir. Donc, quelles sont les mesures? Vous avez dit que vous avez pris des mesures, mais comment vous avez fait? Parce que cela nous intéresse aussi. Non, merci docteur. Non, on était déjà assez bien équipés parce que nous avons investi récemment dans plusieurs équipements, notamment des scanners de dernière génération, qui étaient un élément important dans le dépistage justement de la Covid. Donc on avait un scanner de dernière génération, on avait des respirateurs aussi, on en avait plusieurs. Je pense qu'à la PISAB, il y en avait 15 sur peut-être une 80, 75 qu'il y avait sur toute la Côte d'Ivoire. Donc on était assez bien équipés et c'est comme ça qu'on a pu faire face à ça. Et on avait aussi des spécialistes de qualité qui ont pu suivre les malades. Je suis content d'entendre monsieur le directeur de l'OMS, d'entendre que le secteur privé est important, parce que sincèrement, on se sent un peu seul quand on a la tête dans le guidon et qu'on conduit ce bateau-là qui est un gros bateau. On a l'impression qu'on est tout seul et que le public ne pense qu'à lui et que nous, on doit se débrouiller tout seul pour s'en sortir. Alors que franchement, il est important que l'on travaille ensemble. Vous avez mis en place la téléconsultation. C'est chez vous qu'il y a la téléconsultation, je crois. Tout à fait. C'était des mesures. Pour ne pas que C'était une des mesures qu'on a prises très tôt parce que tout le monde avait peur, les patients avaient peur de venir à l'hôpital au début de la pandémie, et donc c'est une des mesures qu'on a prises pour faciliter l'accès aux soins, pour parler un peu comme quelqu'un du public. Félicitations. Monsieur Bouchez, cher président, alors, nous avons tous participé à Africa Santé Expo en 2019 et il y a eu la déclaration d'Abidjan sur l'industrialisation en Afrique, ce qui a abouti, là je me retourne vers vous, vous avez dit que vous avez fait des mesures fiscales, là je vous félicite parce que il y a eu la suppression des taxes sur tous les intrants. Je me retourne vers le gouvernement avant de revenir à vous. Sur tous les intrants concernant l'industrie pharmaceutique pour permettre le développement de l'industrie pharmaceutique. Quand on sait que nous importons 95% de nos médicaments, officiellement on dit que 5% des médicaments consommés en Côte d'Ivoire, c'est 5%, mais je pense même que c'est 3%. Il est urgent, donc qu'en est-il? Parce que toutes ces mesures ont été prises en 2019, on est en 2021. Je n'ai entendu parler que d'une seule usine qui aurait ouvert ses portes depuis. Et on a posé beaucoup de premières pierres. Mais qu'en est-il? On a posé des pierres, beaucoup. La production pharmaceutique, ouais. Donc qu'en est-il? La production pharmaceutique, c'est un très très long processus. Globalement, c'est encore un sujet qui est en train qui a encore été mis à la une depuis quelques jours, depuis que le président de la République est arrivé et qu'il a annoncé qu'il souhaitait qu'une unité de production pour le vaccin de la Covid-19 soit mise le plus rapidement possible en place en Côte d'Ivoire. Parce que l'Union européenne va appuyer apparemment le développement de certains projets. Je crois qu'ils ont débloqué 1 milliard d'euros pour développer 5 pôles sur l'Afrique. Mais pour développer une usine de vaccins, ça prend des années, minimum 4-5 ans. Il y a un article assez intéressant qui est sorti il y a une quinzaine de jours où en incluant le Maghreb et l'Afrique du Sud, globalement, en Afrique, on produit 1% des médicaments qu'on consomme. Oui. Donc, 99% des médicaments que nous consommons est fabriqué à l'extérieur, sachant que
Dans ce continent, on a des acteurs majeurs de la production qui sont l'Afrique du Sud et les pays du Maghreb. Donc si on ramène après ça la partie Afrique subsaharienne, on est très loin de ce qu'il faut pour avoir... Et cette situation de Covid-19 nous a montré l'importance aussi qu'il y avait pour être un peu... essayer d'être indépendant, ne serait-ce qu'indépendant pour la production de certains produits en termes d'approvisionnement, fabrication de matières premières, fabrication de médicaments. Les mesures qui ont été mises en place sont un très grand pas pour inciter les entreprises à fabriquer, mais ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps, ne serait-ce que pour construire l'unité, entre la première pierre justement et la suite. Il faut compter à peu près 24 à 36 mois pour avoir une unité de production de haut niveau. Mon groupe, là je sors un peu du côté président de la LIPA, mais mon groupe a un énorme projet de fabrication de médicaments. La première pierre n'est pas faite. Elle va être faite en septembre-octobre. Mais on sait qu'il nous faudra au minimum 2 ans à 3 ans pour avoir les validations, parce qu'il faudrait la certification OMS et ainsi de suite. Parce que c'est un transfert de compétences et une fabrication d'antipaludiques, d'antirétroviraux localement. Donc il y a tout le développement des compétences locales, parce que si le Maghreb fabrique autant et l'Afrique du Sud fabrique autant, c'est qu'ils ont aussi les personnes qu'il faut pour ça. Et on va devoir non seulement construire, mais on va devoir aussi former en parallèle. Et c'est un énorme chantier. Mais c'est vrai que l'incitation fiscale qui est faite par le gouvernement va amener certains laboratoires à vraiment venir investir. Ça va les inciter à venir. Et derrière ça, le développement des gens se fera automatiquement. Donc c'est un vrai boost, une vraie incitation pour relancer l'activité, parce qu'à un moment, on avait quand même... on a été un des premiers... avec le Sénégal, la Côte d'Ivoire était un des premiers pays à avoir une unité de fabrication avec la CIFARM, à l'époque, qui était quand même une association avec plusieurs grands laboratoires de la place. Sanofi, puisque bon, c'était Hutch à l'époque, et Huron Poulenc, Novartis était dans ce projet-là, à Dakar, idem. Mais ces projets-là, entre-temps, les laboratoires se sont retirés. Mais ça va les inciter à revenir. Pendant les crises successives, on a perdu beaucoup de licences. Exactement. Ils sont allés s'installer au Sénégal, qui en a bénéficié. Et le Sénégal aussi les a perdus maintenant. Donc, bon, c'est assez... Mais ces incitations vont dans la bonne dynamique, et je pense que même ce projet d'incitation... ce projet de création de hub pour la production de vaccins va ramener au goût du jour cette incitation à produire déjà des comprimés, ne serait-ce que des comprimés de la liste des médicaments essentiels de l'OMS, qui puissent être fabriqués localement et au moins fournir ce que nos centrales d'achat publiques doivent, au moins pour la consommation annuelle de ces centrales d'achat publiques, parce qu'on a beaucoup de centrales d'achat, mais actuellement elles sont uniquement, en grande majorité, elles se fournissent en Inde, en Chine et tout. Si on le produit localement, elles n'ont aucune raison d'aller aussi loin. Ça sera votre prochaine question. Oui, je sais. Ah, oui. Et je pense que nous parlons industrie. Je vous remercie pour votre réponse, mais il y a d'autres questions qui suivent, parce que, étant pharmacienne aussi, je sais que on parle beaucoup d'industrialisation de l'Afrique, on va dans le monde entier parler de l'industrialisation en Afrique, mais nos facultés de pharmacie n'ont pas de réelle formation en industrie, on a juste un petit certificat. Donc il faut peut-être aussi qu'on pense à ça pour la formation, imposer que nos universités aient une option industrie. C'est pour ça qu'on se retrouve tous en officine, parce que c'est ça qu'on a à disposition. Donc ça aussi, c'est un réel problème. Monsieur Yeo, je reviens à vous. Je ne vais plus vous embêter avec les mesures fiscales et les constructions, mais il y a quand même
pendant ces crises de Covid, on a vu des masques bleus qui étaient jetés dans les poubelles de certains CHU, que les gens récupéraient et qu'on retrouvait vendus au feu rouge, à 100 francs le masque ou 50 francs le masque. Ensuite, toujours là je reviens dans le domaine pharmaceutique, on entend des formidables saisies de médicaments, de faux médicaments, 600 tonnes, 200 tonnes. Mais on a un seul incinérateur qui fait 80 tonnes. Ces 600 tonnes, par exemple, qu'on saisit au marché Roxy, il reste 520 tonnes qui restent en attente. Et puis, il faut revoir, ça vraiment, j'insiste, cette histoire de traitement de déchets, parce que même nous, en officine, on nous fait payer la destruction de nos périmés. Ça, pourtant, c'est un moyen simple à trouver. Si le pharmacien ou le médecin à la clinique est de bonne composition, tout à l'heure, on a dit que j'étais présidente du cancer infantile, j'ai changé de poste, je suis maintenant à la commission environnement. Donc, en plus, c'est mon domaine, donc je reviendrai vous voir à ce sujet au niveau du Lions Club. Et c'est très important parce qu'on voit toutes ces petites vendeuses. On saisit 600 tonnes, on en détruit 80. Il y a une commissaire de police qui est venue nous expliquer que les 520 tonnes, ils n'ont même pas d'entrepôt pour les entreposer. Le lendemain, ils retournent sur les pharmaciennes de Roxy ou sur les têtes. Parce que ça a disparu la nuit. Alors ce n'est pas seulement qu'au Carrefour qu'on retrouve les masques, les seringues qui ont été lavées, etc. Je pense qu'il y a urgence pour le traitement des déchets. Qu'est-ce que le gouvernement a prévu dans ce sens? Peut-être c'est pas vous, mais il faut investir. C'est juste pour vous dire qu'il faut en acheter, quoi. C'est urgent. Décidément, je n'ai pas de question facile. Quand vous prétendez que c'est pour me caresser, là, je suis davantage perdu. Et bon, je pense que la question, la problématique, c'est une problématique qui est adressée parce que les déchets médicaux sont des déchets spécifiques et qui nécessitent un certain traitement. Et les spécialistes sont bien sûr au courant de cette situation. Et ce qu'il faille faire, je pense qu'on a un plan stratégique qui abordait bien ces questions avant de rentrer dans la période Covid. Et dans cette période-là, peut-être qu'il serait important, lorsque la pandémie aura été un peu mieux maîtrisée, de voir comment est-ce qu'on reprend cette planification de gestion des déchets médicaux et faire en sorte que, effectivement, ce qui était prévu comme incinérateur, comme destructeur de ces déchets-là puisse être acheté. Et je suis d'avis avec vous que aussi avec les nouvelles technologies, c'est des choses qu'on essaie d'exploiter. Et dans les nouveaux hôpitaux qui sont construits, ce sont des problématiques qu'on intègre en même temps. Alors que souvent aussi on a des hôpitaux qui existaient pour lesquels on n'a pas été suffisamment anticipateur et là il faut devoir rattraper la situation et les investissements avaient commencé avant la période Covid. Et les choses vont reprendre, mais dans la stratégie qui est de construire un certain nombre d'hôpitaux et renforcer le plateau technique de sorte que la couverture maladie universelle puisse prendre effet et être relativement efficace. Bien entendu, c'est des choses qui sont prises en compte et qui seront mieux planifiées dans la période 2021-2025. Donc peut-être je vous vois m'arrêter. Donc je vais m'arrêter là, on pourra y revenir dans les questions. Merci. Je viendrai vous voir pour vous expliquer comment on peut faire aussi pour trouver des solutions pour traiter les déchets, parce que de les voir se promener sur la route comme ça,
ça fait mal, comme on dit. Je vous remercie en tout cas. Docteur Jean-Marie Vianney, là on va arriver à un sujet qui vous importe. Je sais qu'il ne reste plus beaucoup de minutes, mais je vous sais passionné de médecine traditionnelle, étant moi-même marraine des tradipraticiens, experts et consultants de la médecine traditionnelle en Côte d'Ivoire. Est-ce que l'OMS soutient la médecine traditionnelle? Je sais que vous, personnellement, vous la soutenez. Et est-ce que... Parce qu'on sait que la collaboration médecine conventionnelle, médecine traditionnelle permettrait de résoudre aussi les problèmes de mortalité mère-enfant. Nous en avons discuté plusieurs fois. On a vu l'importance de la médecine traditionnelle pendant cette crise. On la voit jusqu'à aujourd'hui. Chacun s'est rappelé que sa grand-mère le trempait dans une bassine de plantes quand il était petit. On a vu l'auto. Mais la médecine traditionnelle n'est pas soutenue. Alors, est-ce que vous pensez que l'OMS peut faire quelque chose? Et le Burkina Faso a inauguré son institut de recherche, j'ai vu ça. Et la Côte d'Ivoire, on a acheté le terrain il y a 10-15 ans. C'est toujours à l'état de plan. L'Institut de recherche, on avait un pavillon de médecine traditionnelle à Treichville qui a été fermé. Et ça permettrait de canaliser, d'enlever tous ces, comment on appelle, les charlatans de portefeuille magiques. Parce que derrière ça, vous avez de formidables tradipraticiens. Donc, qu'est-ce que l'OMS peut faire, puisque vous faites le plaidoyer auprès des politiques, pour aider la médecine traditionnelle? Excusez-moi, mais c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Merci beaucoup. C'est un sujet d'actualité. L'OMS a institué une journée mondiale de la médecine traditionnelle qui est chaque année le 31 août. Journée mondiale de la médecine traditionnelle. Donc, c'est une journée de réflexion, une journée de plaidoyer, de mobilisation. Et ensuite, pour revenir à la médecine traditionnelle, je voulais faire un clin d'œil sur la question des déchets, avant de revenir là-dessus, et dire qu'il faut adresser en même temps, pas seulement les déchets biomédicaux, mais il faut aussi adresser la question des déchets domestiques. Avec cette pollution, que ce soit les déchets plastiques, la pollution de l'air, de l'environnement, des mers, etc., et le mettre dans le même panier. Parce que 25% des pathologies proviennent des problèmes environnementaux. 25% des pathologies qui affectent l'homme proviennent des problèmes d'ordre environnemental. Et la pollution vient en tête. Alors, cette question de médecine traditionnelle, pour revenir là-dessus, nous en faisons la promotion. Pas seulement dans les mots, mais aussi en montrant l'exemple. En montrant l'exemple, c'est-à-dire en accompagnant les pays. Et en Côte d'Ivoire, puisque c'est ici que j'exerce, nous sommes en train d'en faire justement la promotion de la médecine traditionnelle. Et comme on dit en anglais, to walk the talk, nous montrons par l'exemple. L'exemple, c'est le répertoire d'abord de ce que nous avons comme éléments de plantes médicinales. Vous pouvez voir cet exemple et en venant au bureau de l'OMS, c'est ce que vous avez déjà visité. Vous avez un répertoire de près de 80 plantes qui soignent en Côte d'Ivoire. Au-delà de cela, il faut aussi adresser la question des pratiques traditionnelles dont on ne parle pas beaucoup. Ce n'est pas seulement la plante qui soigne ou le produit, il y a les pratiques traditionnelles. Vous avez parlé de la bonne grand-mère qui fait ceci ou cela. Il y a des pratiques que nous avons tendance à oublier ou à ne pas valoriser. Et quand vous regardez au fond du compte, ce sont des pratiques qui aident la médecine moderne à ce que, à la fin, nous puissions donner la santé à ceux qui sont malades. Tout cela est contenu dans des documents stratégiques. Et quand nous allons inaugurer ce présentoir de 80 à 100 plantes qui soignent en Côte d'Ivoire, ce serait l'occasion pour nous de ramener cette question de la recherche dans ce domaine-là.
Parce que la plante, l'ancêtre du traitement, c'est la plante. Tout vient de l'environnement et tout existe dans la nature. On commence par là. On n'est pas allé chercher loin. On est devenu pharmacien parce que les gens ont cherché dans la nature. Ils ont essayé de moderniser et de manière scientifique, on a extrait les principes actifs et on dit que c'est un médicament. Mais ça vient de la nature, tout simplement. Et nous avons énormément de pratiques traditionnelles qui ne sont pas nocives, mais qui contribuent à la santé ici en Côte d'Ivoire. Les Asiatiques ont valorisé ça, ou d'autres continents, en parlant d'autres éléments de yoga, etc., de massage, ce que vous pouvez imaginer. Mais pour revenir à la plante, elle est essentielle et nous en avons en Côte d'Ivoire, nous avons 4 strates de zones en Côte d'Ivoire, du sud au nord, qui génèrent des plantes médicinales et nous avons pu avoir des échantillons de chacune de ces plantes avec les outils qu'on utilise pour écraser, pour faire ce qu'on veut, bouillir, etc. Tous ces outils également existent. Il reste seulement, Madame la modératrice, à les porter très haut. Et vous êtes la championne de ça. On doit vous nommer championne de la médecine traditionnelle. Vous verrez, et je suis sûr que ça va aller plus loin. Mais je suis un peu jalouse parce que je viens d'entendre que vous avez 80 plantes. À Africa Santé Expo, nous avons créé le premier conservatoire de plantes rares et médicinales. Voilà. Mais nous n'avons que 50 plantes. Nous les avons dans cette brochure, sans vous couper. Nous n'avons que 50 plantes, donc vous me devez 30 pieds supplémentaires au jardin botanique de Bingerville pour que je continue le conservatoire de plantes rares et médicinales. Je viendrai chercher les pieds. Donc on me fait signe qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. On va faire un débat de médecine traditionnelle parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, Monsieur Djibo, la PISAM a été le premier établissement très tôt dans les années 80, je crois, ou 90, à faire de la télémédecine. Et à cette époque, j'ai le souvenir que beaucoup d'évacués sanitaires venaient des pays d'Afrique et se faisaient soigner à la PISAM qui était le fleuron. Que s'est-il passé? Et puis nous assistons de plus en plus à de nombreuses évacuations dans l'autre sens. Quelle est la difficulté? Les hommes, les plateaux techniques. Parce que quand je vois que pour faire une évacuation, on a fait venir des chirurgiens cardiaques qui permettaient d'opérer des gens sur place ici en Côte d'Ivoire l'année dernière. J'ai fait venir 2 chirurgiens, ils ont opéré gratuitement des personnes. Si elles avaient payé, ça allait être 5 millions. Alors que quand on évacue des gens, pour les ruptures d'anévrisme, c'est 30 millions. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, on est obligé d'aller à l'étranger se soigner alors qu'on peut le faire chez nous. Quand je vois les formidables médecins que nous avons, qu'est-ce qui se passe? Bon, on me fait signe que c'est fini, mais ça c'est important parce qu'il faut qu'on sache pourquoi on est obligé de prendre l'avion pour aller se soigner alors qu'on a les meilleurs médecins ici. Non, c'est une question, c'est la question presque la plus importante. Je pense que c'est. Donc on va supporter parce qu'on a commencé en retard. Et c'est dommage que nous soyons obligés de rusher sur des choses qui sont extrêmement importantes comme la santé. Je veux dire, on a passé beaucoup de temps dans la matinée à parler de finances, mais je veux dire, sans santé, on ne peut rien faire. Ah oui. Donc, c'est vraiment dommage et j'aimerais vraiment qu'on puisse avoir le temps peut-être d'en reparler un autre jour. Mais pour faire court et rapide, c'est vrai que le système de santé privée est un système qui a beaucoup de challenges, qui a beaucoup de challenges. Et on a du mal à soutenir les investissements qu'on doit faire pour justement garder ces patients qui justement partent à l'étranger. Il y a un vrai gap, il y a un technologique qu'il faut reconnaître, il y a un vrai gap entre nous et certains pays qu'il faut combler. Et ce gap-là, on est en train de le combler avec des cliniques concurrentes, entre guillemets. Mais nous, la PISAM, on a commencé à investir assez significativement justement depuis 2-3 ans.
et on est en train d'essayer de combler ce gap, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. On a besoin qu'on se penche sur la profitabilité même des cliniques. Je veux dire, ceux qui sont beaucoup plus anciens savent qu'il y avait pléthore de cliniques en Côte d'Ivoire, cliniques privées, qui ont toutes fermé. Mais pourquoi est-ce qu'elles ont fermé? Parce qu'elles ont du mal à soutenir l'opérationnel. Sans oublier qu'il y en a beaucoup qui ont vendu à des fonds d'investissement récemment. On a même failli passer par là, nous aussi, parce que c'était extrêmement compliqué. Donc, je veux dire, il faut se pencher sur la profitabilité du secteur de la santé privée. C'est extrêmement important. Et je pense que ce serait bien qu'avec l'État de Côte d'Ivoire et d'autres partenaires qu'on a, comme les assurances, comme les gestionnaires santé, qui ne nous aident pas vraiment, parce que les patients pensent qu'ils vont à l'hôpital, ils pensent qu'ils sont assurés, mais en fait, ils sont assurés à moitié. Parce que nous, quand on envoie une facture chez le gestionnaire santé, il y a 80% qui ne sera peut-être pas payé par le gestionnaire santé. Ne vous inquiétez pas, en pharmacie, c'est pareil, on ne nous rembourse pas. Non. Donc il y a vraiment de vrais challenges. Dommage qu'on en parle rapidement comme ça, mais si vraiment on veut arrêter les évacuations sanitaires et nous rendre beaucoup plus performants, je pense qu'il faut qu'on se penche vraiment sur le secteur de la santé privée en Côte d'Ivoire. Merci, docteur. Merci beaucoup pour votre réponse. C'est vrai que le débat, on peut aller beaucoup plus loin, mais on me fait encore des grands signes. Monsieur Bouchez, vous avez dit qu'il était possible de fabriquer nous-mêmes nos médicaments. C'est vrai que nos grossistes importent 99% des médicaments qu'on consomme. Pourquoi on ne fait pas comme l'Algérie? L'Algérie, c'est le contraire. Aïe sourit parce que ça, c'est une question, comme on dit ici, frère. L'Algérie a trouvé la solution et fabrique 90-99% des médicaments consommés en Algérie sont fabriqués en Algérie. J'ai été sidérée. Et vous avez des membres de votre association ou des industriels étrangers qui sont obligés de s'installer en Algérie s'ils veulent vendre leurs produits en Algérie. Donc pourquoi on ne fait pas la même chose? Chaque pays et chaque région a sa spécificité. Non, mais on peut... Non, je sais, mais on a un exemple. Oui, mais l'Algérie est un marché à lui-même, est un marché qui représente, après l'Afrique du Sud, c'est le deuxième gros marché. Oui, mais nous, on en a termes toute la CEDEAO. Oui, mais ce n'est pas mis en place, point de vue régulation. Pour enregistrer un médicament à l'heure d'aujourd'hui, on doit l'enregistrer pays par pays. Oui, mais on est sur l'harmonisation, ça vient. Oui, mais ça fait 15 ans qu'on en parle. Au niveau de l'Union africaine, on en parle depuis 15 ans de cette cet enregistrement centralisé. C'est toujours pas fait. Donc il y a des problèmes de ressources humaines, il y a des problèmes de logistique, il y a des problèmes culturels même en tant que tel. La logistique, on n'en parle pas, mais c'est très très important. À l'heure actuelle, vous allez être sûr, enfin, je pense que vous savez, mais un laboratoire comme la CIFARM, quand il fabrique, il envoie ses produits en France pour le réexpédier au Burkina. Oui, tout à fait. C'est quand même assez extraordinaire. Donc ce n'est pas seulement un problème de production, il y a le problème de logistique qu'il faut régler, de régulation. Je pense que là, on est à la fin du débat, donc ça va être rien que cet aspect aussi, au même titre que la profitabilité des établissements privés, on en a pour une demi-heure, rien que sur cette... mais c'est vrai que il y a plein beaucoup de régulations sont en cours, on n'a pas la maturité, on va dire, législative, encore, ça se fait, il y a beaucoup de choses qui se font, mais il y a beaucoup d'étapes à passer. 60 ans, monsieur le représentant dit, non, 60 ans après les indépendances. Justement, autant prendre l'exemple de ceux qui ont déjà avancé pour raccourcir ce délai-là. Mais il faut savoir que l'harmonisation, c'est vrai, ça fait 15 ans qu'on en parle. La Côte d'Ivoire déjà a fait un premier pas parce qu'on a notre agence de régulation, mais les autres pays africains n'en ont pas. Alors pour l'harmonisation, c'est très 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 compliqué. Chaque pays travaillant à son rythme, chaque pays veut garder aussi sa façon de travailler, mais il faut qu'on fasse quelque chose parce que 60 ans après quand même, il serait temps qu'on bouge. Et vraiment, je vous remercie tous les quatre. Je remercie Bloomfield Investment. J'avais gardé les meilleures questions pour la fin, j'en ai encore. Parce qu'au début, c'était l'échauffement. Enfin, je voulais que vous vous mettiez en train, que vous soyez en confiance.
les vraies questions venaient après, parce que j'allais pas aller de front tout de suite, mais vraiment... Ah oui, il y a encore des... Oui, mais nous, on a fini. Maintenant, ils vont vous poser les questions. Moi, j'en pose plus. Donc, si quelqu'un... Ah, je vois de Monsieur de Bassompierre qui... Si je ne me trompe pas... il faudrait lui apporter un micro. On va ouvrir une liste de 3 personnes. Bonjour, donc merci à vous pour l'intervention. Donc moi j'ai plusieurs questions et des réflexions. Donc première question à destination du ministère de la Santé. Donc est-ce que le gouvernement a prévu un plan d'action concret pour la télémédecine? Donc j'ai entendu en fait qu'il y aurait peut-être une école par rapport à ça. Mais ma réflexion c'est qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire on aura ce qu'on appelle des déserts médicaux. Donc il y a certains endroits où en fait on n'a pas accès. Les populations n'ont pas forcément accès en fait aux soins. Donc est-ce qu'il y a un projet concret qui est mis en place? Et par rapport à ça, une deuxième question qui vient sur la première question, est-ce qu'il existe un répertoire de médecins en Côte d'Ivoire, une plateforme par exemple à Paris, il y a un site qui s'appelle Doctolib où en fait on peut avoir un rendez-vous directement avec un médecin. Est-ce qu'il y a une plateforme qui recense tous les médecins? Et par rapport à ça, on peut recenser un médecin qui aurait du temps et qui pourrait faire une intervention. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas très complexe à développer. Bon, après, je ne sais pas si ça existe déjà, mais c'était les deux questions que j'avais dans un premier temps. Voilà, c'est tout. Merci. La deuxième. La deuxième... C'était la première ou la deuxième, là, monsieur? Et puis, monsieur, il y a un petit souci. Je vous vois à l'écran, mais je n'ai pas entendu qui vous étiez et dans quel domaine vous êtes. Ah, pardon. Donc, Paul Armand Kwame, donc je suis analyste crédit. Ah. Voilà. Je ne suis pas dans la santé, mais je suis dans la finance, mais je m'intéresse beaucoup à la santé. Donc, pour récapituler, c'est vraiment quel est le plan d'action du gouvernement par rapport à la télémédecine? Et est-ce qu'il y a une plateforme de référencement de tous les médecins qui permettrait justement d'arriver à la télémédecine? Donc, je vois aussi votre jeune âge. Il y a des gens de votre génération qui ont commencé, mais c'est fait, en fait. Mais non, vaut mieux. Moi, je préfère, parce qu'on risque d'oublier les questions, en fait. Vous voulez toutes les... Ah oui, peut-être qu'il y a des questions qui se ressemblent. Une autre question, monsieur de Bassompierre. Merci à tous les panélistes. Effectivement, Guillaume de Bassompierre, conseiller économique et commercial à l'ambassade de Belgique. D'abord, je voudrais juste dire que je suis très content que vous ayez touché à la problématique de la gestion des déchets. Justement, de façon intéressée et coïncidentale, on amène une entreprise la semaine prochaine qui est à peu près à la pointe de la technologie mondiale en matière de gestion de déchets. Et je me demandais un peu quelle était la meilleure stratégie, parce que c'est forcément quelque chose qu'il est difficile d'implémenter clinique par clinique. Les machines coûtent cher, c'est pas la façon la plus efficace de les gérer. Et bon, pour recevoir cette entreprise, j'ai organisé une réunion avec l'association des cliniques publiques via le ministère de la Santé, une autre avec l'association des cliniques privées. Et je me demande s'il n'y a pas un moyen plus efficace. Dans la plupart des pays où ils travaillent, c'est via des prestataires de gestion de déchets. Ici, il y en a 2 principalement à Abidjan qui s'occupent uniquement de déchets ménagers. Et je me demande s'il ne faudrait pas les inciter à prendre aussi en charge la partie des déchets plus toxiques, spécifiques à la médecine. Et si oui, comment ça se passe d'un point de vue réglementaire? Quelle serait la meilleure approche, entre guillemets? Ça, c'est une question. Et la deuxième concerne la fabrication nationale de médicaments ou de vaccins. Aussi, c'est quelque chose dans lequel la Belgique est pionnière. Ils ont une entreprise belge qui s'appelle Universel qui vient de signer un accord avec le Sénégal pour faire la fabrication locale. Ils se penchent sur plein d'autres pays, dont la Côte d'Ivoire. Et je me demandais aussi quelle était peut-être la meilleure manière d'accompagner, puisque ce dont ils s'occupent, c'est vraiment du transfert de technologie et pas juste de la fabrication pure et simple, en fait. C'est vraiment de donner aux pays les moyens de fabriquer eux-mêmes. Voilà. Je vous remercie. Il y a encore quelqu'un à gauche. Ah oui, dis donc. On prend combien de questions? 5? Oui.
On commence d'abord la liste des 3 premières questions et puis... Bonsoir, c'est Dr Koulibaly de l'Institut de cardiologie. Ah, justement. Je remercie tous les panélistes. Il aurait été bien si le ministre de la Santé était là, parce que je pense qu'il aurait mieux répondu à certaines questions. Mais bon, le représentant est là, il va faire l'effort de répondre. J'ai vu qu'il a dit qu'il y a des ressources, il mène pas mal de... Il y a des efforts qui sont consentis pour essayer d'améliorer au fait le budget, qui est de 5% actuellement. Je suppose que vous voulez... il est 8%. Ça a augmenté de 3%. Non, mais on s'en va à 12. Ah, alhamdoulilah. Dans 2 ans. Ah, on l'espère. 1200 milliards. Voilà. Donc, quelles sont de manière concrète, comment on appelle, les décisions qui ont été prises pour pouvoir améliorer un peu ce système de santé? Je suis sur une plateforme entre la population et les médecins, et chaque jour que Dieu fait, il y a toujours des histoires, toujours des clashs. On a l'impression que ce sont les médecins, mais je pense que ça va au-delà des médecins. C'est une volonté politique, et je pense que si ces mesures sont prises, il peut y avoir pas mal de choses. Il y a M. Djibo qui parlait tout à l'heure, dans les efforts qui ont été mis à la PISA, ils ont essayé de renforcer leurs capacités à thème de le scanner comme ça, dans la lutte contre la Covid. Le scanner était un élément majeur pour le dépistage. Mais dans nos hôpitaux publics, l'Institut des cardio, qui est ISO, n'a pas un scanner. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes qui viennent de l'extérieur pour venir se faire soigner. C'est une vitrine internationale, l'Institut des cardio. Et ce sont de gros malades il y a là-bas. Mais ces patients, pour faire un scanner, sont obligés parfois, parce que le scanner du CHU de Treichville est en panne. Ça, il y a peu, il est fonctionnel, et là, il n'est pas à 100%. Il n'y a pas de garde actuellement. On ne fait que les permanences là-bas. Donc, ces gros malades-là vont se déplacer pour aller à l'extérieur, pour aller faire un scanner. Donc, il faut qu'il y ait vraiment assez d'efforts en ce sens. Déjà, ceux qui sont là, ces établissements qui peuvent déjà régler pas mal de choses, essayer de renforcer ces capacités, et puis que d'aller poser des premières pierres, et puis bon, ça va mettre trop de temps. On a déjà nos CHU qui sont là. La population, quand tu dis CHU, même le malade qui a un accidenté, tu dois t'envoyer CHU, tu te dis non, c'est bon. Il est découragé. Donc, si on peut changer un peu cette image négative de nos CHU, vraiment, ça va être bien. Je vais dire que le souci aussi, c'est à tous les maillons. Il faut revoir carrément tout le système. Pas plus tard qu'avant-hier, je revenais Mademoiselle, excusez-moi, oui. Parce qu'on a pris la liste de premières questions. La prochaine fois, quand le ministre de la Santé va venir, vous allez venir. Il n'y a pas de souci. Mais moi aussi, j'ai des choses à dire sur l'Institut de cardiologie. Il n'y a pas de souci. Non, en fait, ce n'est pas uniquement pour la cardio. Je veux juste aussi savoir, est-ce que les états généraux ont été faits? Les états généraux sont faits. Est-ce qu'il y a des états généraux sur la santé? Oui. Et puis, est-ce qu'il existe Ils ont eu lieu ici à l'Hôtel Ivoire. Un organisme de contrôle, au fait. Et ça existe. La prochaine fois, quand il y aura le ministre de la Santé, vous serez conviés et vous pourrez lui poser. Et ce jour-là, moi, je poserai des questions à l'Institut de cardiologie. La pharmacie, il y a eu beaucoup de thèmes sur la pharmacie, je me suis rendu compte. Donc, excusez que je puisse... Non, moi, j'ai parlé de la cardiologie, j'ai parlé de rupture d'anévrisme. Un peu. C'est parce que derrière, j'avais une arrière-pensée... Ouais. Institut de cardiologie. Il y a un médecin, par contre, aussi qui propose, j'aimerais vous faire partager ça. Est-ce qu'on ne peut pas mettre des taxes qui vont être affrétées, bien sûr, à la santé? C'est-à-dire, pour, par exemple, les fumeurs ou bien ceux qui prennent un peu d'alcool, juste un peu de taxes, soit à 50 francs. Ça, c'est une proposition. Donc, il demandait à ce que ça puisse être alloué à la santé. Ça, je voulais vous partager ça. Merci beaucoup. Désolée. Bon. On va... Il y avait une question sur la télémédecine. Attends, toi, tu as ta question ici. Vous avez votre question. Bon, on va aller très vite dans les réponses. Il y a une question sur la télémédecine. C'est pour vous? C'est pour le gouvernement. Mais les questions ministère de la Santé, on va le garder pour M. Demba pour la prochaine fois peut-être. Voilà, donc pour l'instant, on est sur la télémédecine. Merci, je remercie tous les intervenants, ce qui montre bien l'intérêt pour la santé, notre bien commun.
Et pour le premier intervenant qui parle de la télémédecine, effectivement, c'est un domaine qui intéresse à plus d'un titre le gouvernement, pour la simple raison, je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut rattraper le retard si on essaie de s'approprier les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et il est prévu dans le prochain plan de développement 2021-2025, il est prévu 3 projets pilotes que nous allons mettre en œuvre. Et je ne pourrais pas vous en dire plus pour le moment parce que ce n'est pas encore finalisé, mais effectivement que la télémédecine sera une réalité en Côte d'Ivoire. Et sur la question qui concerne un peu, on l'a vu, toute la problématique que la dernière intervenante a soulevée, c'est une question, il y a vraiment une question de gouvernance. Ce qu'on dit, c'est-à-dire que nous sommes en train de bâtir un système, et je répète, où il y aura du curatif et du préventif, et c'est l'ensemble qui compose la santé. Et ça va demander davantage de ressources, c'est-à-dire financières, et ça va demander davantage de ressources humaines. Et tant qu'on ne règle pas ces questions d'efficience, ces questions de gouvernance claire, évidemment, on peut continuer à investir, on peut même dépasser les 15% et ne même pas avoir le résultat qu'on escompte avoir. Il suffit de regarder les rapports qui existent sur l'espérance de vie et tout ce qu'il y a comme niveau de santé. Vous verrez qu'il y a des pays qui dépensent plus de 15%, mais ils n'ont même pas un certain niveau. Et donc, c'est ce cadre-là qui est en train d'être mis en place et je pense qu'on est suffisamment avancé. Et si vous êtes vraiment du domaine, comme vous le dites, vous devrez être au courant de tout ce qu'il existe comme les nombreuses règles que contient la réforme hospitalière. Et c'est toute une réforme en question qui... Excusez-moi, là, vous êtes passé de la télémédecine à la réforme... Oui, depuis. À la demoiselle. Oui, depuis. Ah. Oui, j'ai même presque fini. Parce que là, j'avais du mal. Ok. Moi, j'étais à la télémédecine, en fait. La télémédecine, je n'ai pas souhaité développer les 3 projets pilotes qui sont prévus et qui seront mis en œuvre au cours des prochains quinquennats. Parce que, mademoiselle, sa réponse est à la fin. Il y a d'autres questions avant, en fait. D'accord. Bon. Je m'excuse. Donc, je finis alors. Je m'excuse. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci. Parce qu'il y en a qui ont des obligations. D'accord. Merci, on pourra en discuter. Je suis pressée de tous les côtés. Je voulais juste prendre le point sur l'application avec le référencement des médecins. Vous pouvez télécharger dès maintenant une application qui s'appelle Clicodoc Afrique. C'est CLIKO-DOC. Et dessus, aujourd'hui, vous verrez tous les médecins de la PISAM et vous pouvez prendre un rendez-vous avec un médecin de la PISAM sur cette application-là. Et il y a aussi la fonction de téléconsultation qui est activée pour certains médecins. Donc tout de suite, vous pouvez la télécharger, elle est disponible sur Apple Store et sur Google Play. Merci pour cette innovation de taille, parce que j'ai toujours rêvé de ça. Donc merci beaucoup pour cette question. Et maintenant, nous allons arriver aux questions de traitement de déchets et l'accompagnement et les transferts de technologie et de savoir-faire. Bon, le traitement de déchets... Comment faire pour installer... À part la méthode qui a été utilisée, la seule méthode, c'est que la législation oblige les gens qui font du traitement... obliger les gens qui font du traitement industriel ou déchets industriels et domestiques d'également rentrer dans la gestion des déchets hospitaliers, parce que je ne vois pas... En fait, la question est, il y a une entreprise que je connais aussi qui vient la semaine prochaine pour rencontrer des acteurs. Donc, M. de Bassompierre demandait qui, en dehors des médecins, des cliniques et des hôpitaux, qui doit-il rencontrer pour présenter ce projet? Évidemment, il y a le ministère de la Santé. Doit-il aller... Parce que nous, on a ministère de l'Environnement, ministère de la Salubrité, je crois, ou de l'Assainissement. Donc, M. de Bassompierre demande qui, cette délégation qui vient pour les traitements de déchets, quels sont les interlocuteurs? Toi, c'est la deuxième.
Mais une réponse courte. Oui, je pense qu'il doit s'adresser au ministère de l'Assainissement. Et avec ce ministère, si la thématique est traitée en relation avec d'autres ministères, évidemment, ils vous diront exactement quels sont ceux qu'il faut rencontrer. En matière de compétences, il n'y a pas de conflit dans le domaine. D'accord. On attend justement. Oui, il y a aussi le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et la couverture maladie universelle. Il y a une direction de l'hygiène publique qui s'occupe de l'Institut d'hygiène. Voilà, l'hygiène hospitalière, milieu hospitalier. Je pense que les deux ministères peuvent se voir également sur ça. Merci, monsieur le représentant. Merci, monsieur le directeur de cabinet. Et pour le transfert. Pour le transfert de compétences au niveau du vaccin, c'est un peu plus compliqué ici. Le Sénégal, il y avait déjà un terreau parce que le projet qui a été mis en place avec l'Institut Pasteur, il travaillait déjà sur la fièvre jaune, il produisait déjà de la fièvre jaune, du vaccin de la fièvre jaune depuis des années. Et si je ne me trompe pas, c'est pour le projet de Diamniadio où ils ajoutent 7 ou 8 vaccins en production. Donc, en fait, ce transfert de compétences, il se fait sur une base de compétences existantes et on ne l'a pas ici. La production de vaccins, quel que ce soit du filling, que ce soit tous les différents types de vaccins, on n'en a pas du tout. Donc ça va vraiment être de l'exploration pour voir comment trouver un partenaire ici. À mon avis, je vois difficilement une autre méthode. Bon, l'avantage, c'est que le gouvernement a décidé de vraiment rentrer dans cette dynamique. Et donc, déjà avec le ministère de la Santé, il y aura un interlocuteur, je pense, très, très, très à l'écoute. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose à cette première série de questions? Ouais, je voulais ajouter un mot sur... quand on parle de système de santé, il ne faut pas que nous regardions seulement le plateau technique. Il ne faut pas regarder aussi seulement les infrastructures. Il faut regarder la qualité des services. Et la Côte d'Ivoire a un problème de faibles indicateurs de santé, notamment en ce qui concerne la mortalité maternelle, néonatale et infantile. C'est la qualité des services. Quand on regarde l'offre des services, c'est-à-dire que où sont les formations sanitaires, où sont les centres de santé, on a une bonne répartition au niveau national. Et il y a certains CHU, vous voyez par exemple la ville d'Abidjan, il y a beaucoup de CHU dans la ville d'Abidjan. Ce n'est pas une question d'infrastructure, d'équipement, de 3e, 4e niveau, et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qu'on fait comme prestation? Quelle est la qualité? C'est ça qui joue sur les indicateurs. Donc, il ne faut pas qu'on oublie cela. Et on peut avoir tout l'équipement, tous les plateaux techniques nécessaires, mais les femmes continuent de mourir des suites de couches. Parce que la qualité des soins n'y est pas. Et c'est ça qui est extrêmement fondamental. Les autres pays ont baissé leur mortalité maternelle, par exemple, pour prendre cet exemple-là, simplement en jouant sur la qualité des prestations qui sont données à la mère et à l'enfant, et c'est tout un domaine sur ça. Ce n'est pas des scanners, ce n'est pas avoir des blocs opératoires suréquipés, non. C'est comment ça commence au niveau communautaire, ce que la sage-femme doit faire comme geste, la référence à temps, c'est ça qui sauve les vies des femmes. Et 80% des décès des mères sont évitables. Et ça se règle au niveau le plus périphérique possible. Ce n'est pas dans les CHU. Donc, je voulais dire un mot sur ça pour que les gens comprennent. Le versus plateau technique et qualité, ces deux doivent aller ensemble. En tout cas, je pense que je vois une main qui se lève, mais on me fait des signes partout. Je crois on va prendre une dernière question. Bon, il y a un des panélistes. On va prendre quand même une dernière question. Mais si, je vois même 4 mains. Oui, il y a beaucoup de questions, mais moi j'ai une urgence. Je devais être déjà parti depuis 10 minutes. Je vais m'excuser. Bon, Madame la présidente, la modératrice. Vous nous poserez les questions en off. On va rester au fond de la salle et les 4 questions que j'ai vues, n'hésitez pas à nous poser. Ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on fasse un forum sur la santé, parce que la santé, c'est la préoccupation de tous. On a vu ce qui se passe depuis 1 an et demi, et c'est tous ensemble qu'on peut régler ces problèmes de santé. Ce n'est pas chacun de son côté, ce n'est pas l'industrie pharmaceutique seule, ce n'est pas le gouvernement seul, ce ne sont pas les cliniques privées seules,
ce n'est pas l'OMS seul, ce ne sont pas les pharmaciens seuls, c'est même avec vous, vous tous ici, qui représentez différentes entités. Là, je vois le logo de la CIE. Si on va mettre un scanner, je ne sais où, il n'y a pas d'électricité, c'est pas possible. La SODECI, s'il n'y a pas d'eau potable, c'est pas possible. Donc, vous tous ici, à votre petit niveau, je pense que vous pouvez faire quelque chose pour améliorer l'accès des soins en Côte d'Ivoire, puisque c'est la Côte d'Ivoire qui nous concerne. En tout cas, je remercie Bloomfield Invest pour cette initiative, pour ce sujet brûlant et surtout tous les panélistes. Et franchement, ce n'était pas une attaque personnelle. Hein. Merci infiniment.